mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'On s'autorise à penser OSAP. État de droit, ordre bourgeois, renouer avec la défense politique. C'est le titre du livre paru à la Fabrique de l'invitée d'aujourd'hui, Elsa Marcel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Elsa Marcel est à la fois avocate de profession, militante politique aussi à Révolution Permanente, élue au conseil municipal de Saint-Denis. C'est ça. Et vous publiez ce livre dans lequel vous expliquez que depuis votre position d'avocate, je vous cite, on voit au quotidien la décomposition accélérée des principes de la démocratie libérale que nous avons appris, nous avocats, à manier devant les juges. Je vais peut-être poursuivre avec un passage qui m'a frappé aussi au début du livre. Vous nous dites que les avocats font l'expérience d'une démocratie de plus en plus formelle, où les principes affichés s'effacent devant le rapport de force imposé par le pouvoir. Il y a une offensive autoritaire, dites-vous, une justice qui répond régulièrement aux ordres du pouvoir, mais la réponse majoritaire des organisations de la gauche judiciaire, vous allez nous dire de quoi il s'agit, et des avocats qui sont engagés dans la défense des libertés, cette réponse majoritaire qui consiste à invoquer l'état de droit et à exhorter le régime politique à respecter ses propres règles, est vouée, dites-vous, à l'impuissance. Oui, c'est ça. J'essaye en tout cas, ce livre, je l'ai pensé comme une manière de répondre à une problématique à laquelle je pense qu'on est tous et toutes confrontés, non seulement quand on est avocat, quand on est juriste, mais de manière générale, quand on est militant du mouvement social ou militant d'organisations politiques, associatives, syndicales, où ces 10 dernières années, on est tous confrontés à un durcissement autoritaire avec l'adoption d'une loi sécuritaire au moins une fois par an, si ce n'est plus. Moi, je fais partie de cette génération qui a commencé à militer en 2014, au moment de la mort de Rémi Fraisse, au moment des premières manifestations interdites en solidarité avec Gaza, tout ça sous un gouvernement socialiste où après il y a eu l'adoption de l'état d'urgence et on connaît la suite. Et ce livre-là, je l'ai pensé non pas comme une description de ce phénomène-là, puisque je pense que c'est un constat largement partagé, mais par contre pour essayer de répondre à une posture ou en tout cas à une situation qui peut nous apparaître paradoxale ou génératrice d'impuissance, qui est de dire on est face à une contradiction puisque plus défendre devient vital, puisque en fait, il y a de plus en plus de dispositifs autoritaires, moins c'est possible, précisément parce qu'il y a de plus en plus de dispositifs autoritaires. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Et effectivement, la réponse majoritaire des organisations de la gauche judiciaire, je parle des syndicats d'avocats comme le SAF, mais pas que, je pense que c'est répandu au sein de la gauche institutionnelle en général, ou en tout cas je ne sais pas comment la nommer, mais celles qui pensent que c'est possible de réformer les institutions, de compter sur elles, etc. Le problème, et même d'un sentiment plus général, dominant, c'est de s'en plaindre et de dire mais c'est terrible, l'état de droit s'efface. Pourquoi est-ce que c'est possible comme ça de s'affranchir de grands principes démocratiques et d'attendre en tout cas de Macron qui respecte les règles qui sont formellement consacrées par les grands textes à l'origine de la démocratie libérale. Et moi, j'essaye de dire qu'à l'inverse, cette situation, elle nous offre presque une opportunité qu'il faut savoir saisir, qui est celle de regarder en face le vrai visage des démocraties libérales, qui est un visage autoritaire et impérialiste, et que face à ça, il faut se mettre à la hauteur du projet des classes dominantes, qui est effectivement un projet de maintenir son pouvoir et donc d'avoir des outils coercitifs qui sont contenus dans ces fameux grands principes de la démocratie libérale eux-mêmes, et qu'on doit avoir de la clarté sur cette question. Et je pense que c'est important parce que la réalité, c'est que c'est pas, effectivement, par exemple, quand on est avocat aujourd'hui, les grands principes peuvent toujours avoir une apparence d'existence, c'est-à-dire que vous avez toujours le droit de saisir un juge, de plaider dans un tribunal, de rédiger des recours, de défendre des clients. Et vous dites que les victoires sont de plus en plus rares. Exactement, les victoires sont rares. Et puis en fait, non seulement elles sont rares, mais c'est qu'en plus, ce qu'on peut demander est de plus en plus symbolique. Et par exemple, je prends l'exemple du droit des étrangers parce que c'est un des cas les plus saisissants, puisque c'est évidemment une des populations les plus marginalisées, les plus opprimées, les plus attaquées. En fait, aujourd'hui, si vous êtes avocat en droit des étrangers, vous devez par exemple faire des recours pour que votre client obtienne un rendez-vous en préfecture. C'est-à-dire qu'ils ont dématérialisé les procédures de naturalisation ou de demande de titre de séjour pendant le Covid.
Et aujourd'hui, des avocats des étrangers, donc qui sont en plus des personnes très précaires, doivent demander à un avocat de faire ce qu'on appelle un référé mesures utiles, non pas pour obtenir un titre de séjour, mais pour obtenir l'accès à un guichet. Et donc, en fait, vous avez cette espèce d'usine à gaz qui a toujours la forme de la justice, mais dont la réalité pratique de ce que vous pouvez en tirer est de plus en plus formelle, de plus en plus ridicule. Et beaucoup d'avocats se démoralisent. Enfin, vous discutez avec plein d'avocats en droit des étrangers, ils vont vous dire mais ça fait 2 ans que j'ai pas gagné. Et c'est évidemment pas parce qu'ils travaillent pas, ils travaillent d'ailleurs plus que les préfectures, les avocats de préfet et les juristes de préfecture, mais parce qu'en réalité, il y a une décomposition des institutions de la démocratie libérale et que c'est parce qu'il y a une politique derrière, en fait, de l'exécutif. Exactement. Vous parlez beaucoup de la manière dont la préfectorale, le corps de la préfectorale, s'est durci et relaye sur un mode absolument radical, en fait, la politique de l'État. Effectivement, je montre comment l'administration et en général les préfectures ont un pouvoir quasi illimité et qui s'exprime de façon de plus en plus claire, que ce soit en droit des étrangers, je le disais, mais que ce soit par exemple en matière de répression de la contestation politique, où vous avez maintenant la possibilité de prendre des arrêtés d'interdiction de manifestation, des arrêtés de réquisition. Ce critère de trouble potentiel à l'ordre public, c'est ça? Oui, c'est ça, ce qui permet de faire rentrer n'importe quoi, en fait. Tout et n'importe quoi. Les premières manifestations qui ont été interdites après le 7 octobre et les premières manifestations de solidarité avec la Palestine qui ont été interdites de manière absolument homogène sur tout le territoire. Moi, j'en ai contesté un certain nombre. Vous voyez les motivations de la préfecture, c'était parce qu'il y avait des actes antisémites, et les actes antisémites qui listaient, c'était un tag Free Palestine sur la statue de la République. C'est des critères d'appréciation qui sont complètement biaisés, en fait. Enfin, ce sont des appréciations qui sont arbitraires. C'est ça, exactement. Et puis, sur la méthode, la particularité de l'administration, c'est qu'ils ont le pouvoir de l'initiative. Donc, en fait, ils prennent leur décision, ils l'appliquent. Et puis après, ils vous laissent leur courir après avec un avocat qui saisit un tribunal, dans les délais qu'il arrange, etc. Vous regardez, par exemple, les procédures de gel des avoirs qu'ils imposent en ce moment. C'est un truc incroyable. Aux militants en particulier. Comme Omar Al-Soumi, par exemple, que je défends, aux côtés de mon confrère Vincent Bringart. Et si vous voyez, par exemple, cette procédure-là, c'est dingue, parce qu'en fait, vous recevez une notification chez vous. Ensuite, vous avez un arrêté qui est publié, on vous gèle vos avoirs, donc on vous interdit l'accès à votre compte en banque. De fait, c'est purement arbitraire, sans qu'il y ait eu de jugement au préalable. Pas de jugement, c'est ça, toute l'arnaque du truc, pas de jugement. Donc c'est une décision administrative. C'est une décision de l'État. Donc en fait, même c'est intéressant parce que par exemple, effectivement, on discutait des grands principes de la démocratie libérale. Vous avez quand même la séparation des pouvoirs dont on vous rabâche les oreilles à longueur de journée en vous expliquant que c'est ça la grande caractéristique d'une démocratie avancée. En fait, la séparation des pouvoirs, c'est vraiment très fragile. C'est-à-dire que ça tient de manière à peu près formelle, mais dès qu'il y a besoin d'appliquer la raison d'État, en fait, ça s'efface avec une facilité déconcertante, que ce soit là, par exemple, je veux dire, le pouvoir d'initiative de l'administration. Donc ces histoires, par exemple, de gel des avoirs, vous vous retrouvez dans une situation où il y a une décision administrative qui vous s'applique à votre rencontre, et ensuite vous devez courir après un tribunal qui fait que, en raison des délais d'audiencement, vous n'avez jamais l'audience avant que le décret, l'arrêté arrive à expiration. Donc en fait, ils renouvellent leur décret, vous devez ressaisir le juge. Enfin, je veux dire, il y a un niveau d'artifice et de caractère presque loufoque en fait de la machine judiciaire qui s'expérimente dans la pratique. Mais le débat que je veux mener là-dedans, c'est quelle conclusion plus stratégique on en tire et comment on se positionne face à cette réalité. Est-ce qu'on continue de courir après des principes qui en réalité ne pèsent pas bien lourd dans la réalité et moi, je défends que face à une menace réelle, puisqu'en fait, je soutiens évidemment que l'offensive autoritaire, c'est une menace réelle. Je ne dis pas que tous les régimes se valent, mais par contre, je dis que face à une menace réelle, on ne peut pas se défendre avec des abstractions. Et qu'au contraire, il faut se défendre avec des outils matériels, la construction d'un rapport de force et la compréhension d'un autre rapport à la justice, quoi. Mais alors, avant d'en venir justement à la stratégie, à ce qui fait le sous-titre du livre, renouer avec la défense politique, qui renvoie aussi à une histoire, bien sûr, renouer. Dans un instant, on va y revenir. Quelques mots quand même sur la façon dont les choses se sont dégradées, puisque vous revenez là-dessus dans la première partie du livre. Vous parliez à l'instant de ces gels parfaitement arbitraires, en dehors de tout débat judiciaire, par simple décision comme ça d'une administration, parce qu'un militant s'est engagé pour une cause qui déplaît à l'État, en gros, que l'État a décidé de réprimer. Dans le cas que vous évoquiez à l'instant, c'est en vertu de quel dispositif législatif comme ça que l'État peut décider tout à coup, s'il a l'impression que vous militez, en l'occurrence pour les droits des Palestiniens, il va pouvoir vous empêcher d'accéder à vos comptes. C'est parfaitement antidémocratique, manifestement. Depuis quand est-ce que c'est possible, ce genre de choses? Le gel en fait, la particularité du gel des avoirs dans ce type de situation, c'est que c'est un outil qui a beaucoup été utilisé en réalité contre des personnes suspectées d'avoir des liens avec des organisations
organisation terroriste, puisqu'en fait, dans le cadre de la répression du terrorisme. C'est ça, c'est censé être lié au financement d'une activité illicite, puisqu'en fait, on s'attaque à votre argent. Donc, c'est que... Ah d'accord, donc il faut qu'il y ait ce lien. C'est la logique, l'esprit de la loi. Mais ce qui est impressionnant dans le cas que je décris et qui est symptomatique en fait de la manière dont est traité le militantisme pour la cause palestinienne sur cette question de gel des avoirs, mais c'est vrai en matière d'apologie du terrorisme en tout cas. C'est que là, par exemple, dans le cas de Omar Al-Soumi, ces avoirs ont été gelés, mais vraiment purement en raison de ses prises de parole en manifestation, quoi. Pour un délit d'opinion, quoi. Pour un pur délit d'opinion pour lequel il n'est à ce jour pas condamné. Donc, et au moment où ses avoirs avaient été gelés, il n'était même pas poursuivi. Donc en fait, pour moi, c'est intéressant parce que ça montre que l'administration, donc l'exécutif dans le sens le plus strict, et le pouvoir judiciaire fonctionnent très souvent ensemble, puisqu'en fait, vous avez des procédures administratives qui servent par la suite à gonfler un dossier pénal. Et inversement, vous avez un dossier pénal qui s'appuie sur des mesures administratives pour justifier de poursuite, quoi. C'est-à-dire que quand on vous prend... Ça va devenir un argument, en fait. Voilà, exactement. Les procédures administratives qui ont été faites de fait... pour des raisons arbitraires, deviennent un argument au pénal. Exactement. Et même, par exemple, pour justifier une procédure de dissolution, vous expliquez, en fait, le porte-parole, il est poursuivi. Et quand vous avez des poursuites qui sont engagées, vous verrez dans les rapports de synthèse expliquer, en fait, c'est le porte-parole d'une organisation à l'encontre de laquelle il y a une procédure de dissolution. Donc, en fait, les deux vont justifier se trouver suspendus. L'un et l'autre, et c'est pareil, par exemple, en matière de droit des étrangers. On voit comment le fait d'avoir un statut administratif dit irrégulier finit par justifier parfois des infractions pénales. Et du coup, c'est une logique de harcèlement et de persécution, en fait. Il n'y a pas derrière de rationalité honnête, je dirais. Oui, tout à fait. De défense. C'est l'organisation d'une persécution institutionnelle, et c'est pour ça qu'effectivement, à partir de quand on peut la dater, et c'est l'objet de la première partie du livre. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'effectivement, ce durcissement répressif, on l'a tous constaté, enfin à gauche au sens large. Mais moi, j'essaye de dire deux choses que, de mon point de vue, c'est le produit en fait de la dernière grande crise du capitalisme à partir de 2008, dans la mesure où elle est à l'origine d'un effondrement de l'hégémonie néolibérale et de la contestation, l'émergence de phénomènes de contestation partout sur la planète, liés évidemment à l'explosion. Il faut défendre cet ordre néolibéral face à des contestations qui sont de plus en plus intenables. Exactement, des phénomènes de contestation contre le chômage, la précarité, et elle répond en fait à l'émergence d'une nouvelle vague de lutte des classes aussi, à laquelle on a assisté en France, en tout cas à partir de 2010, et puis ensuite 2016, et il y a presque une mobilisation par an. Mais si je dis ça, c'est pour dire deux choses. Dire que la première, c'est pas quelque chose qui est limité à l'échelle française, c'est-à-dire qu'on voit que ce phénomène de durcissement, ou en tout cas de polarisation, il existe à l'échelle internationale. Il y en a plein de phénomènes. J'essaye de discuter aussi évidemment des États-Unis de Trump, etc., un peu dans le livre. Mais on a vu ça au Brésil, en Angleterre. Donc déjà, c'est pas juste un phénomène national, mais c'est aussi que ça ne dépend pas uniquement du type de régime en place. C'est-à-dire qu'en France, les premières mesures répressives, elles sont prises sous un gouvernement dit de gauche, sous un gouvernement socialiste. Et qu'aujourd'hui, tous les outils répressifs utilisés par le macronisme, que ce soit sur un terrain institutionnel type 49.3, ou même que ce soit, par exemple, la mouture de l'infraction d'apologie du terrorisme, qui permet aujourd'hui cette persécution massive, c'est la loi de 2014. Vague, et c'est la loi des socialistes. Si on regarde la loi permis de tuer, qui aujourd'hui est un débat d'actualité, c'est Cazeneuve. C'est Cazeneuve. Qui a immédiatement provoqué une hausse dans les statistiques des gens effectivement tués pour délit de fuite. Une multiplication par 5 des tirs mortels pour un prétendu refus d'obtempérer. Et en fait, c'est pour montrer que c'est pas une question de régime en tant que tel, même si évidemment il peut y avoir des régimes plus ou moins coercitifs, mais c'est surtout l'expression du besoin fondamental des classes dominantes de maintenir leur pouvoir dans une situation d'instabilité, d'ingouvernabilité qui les dépasse. Et c'est l'expression de la raison d'État dans sa forme la plus brute. Et pour discuter des racines un peu législatives de tous les dispositifs auxquels on assiste, je cherche à discuter dans le livre aussi évidemment de la question de l'état d'exception et de l'état d'urgence, qui est intéressant parce que pareil, tous les juristes de ma génération qui ont commencé à militer en fait, je disais 2014, 2015, 2016, ont milité presque toute leur vie sous état d'urgence, donc avec ces discussions permanentes, donc non seulement l'état d'urgence de 2015, mais ensuite sa pérennisation à partir de 2017 dans le droit commun, etc. Vous vous rappelez que ces mesures qui avaient été prises par le gouvernement Hollande après les attentats contre Charlie Hebdo, puis les attentats de novembre 2015, sont en fait passées dans la loi. Hein, c'était censé être temporaire. Au départ, c'est seulement 12 jours, et puis ça se prolonge. Et puis finalement, on fait une loi, la loi sécurité d'octobre 2017, je crois,
exactement. de Macron cette fois-ci, Ouais, exactement. qui fait rentrer dans l'ordre juridique ordinaire des mesures qui étaient initialement extraordinaires. Exactement. Et en fait, c'est intéressant de comprendre ce mécanisme-là, puisque pour moi, c'est aussi ça qui nous aide à voir comment s'en remettre à des formes d'illusions perdues de ce que devrait être l'état de droit ou de ce qu'était l'état de droit ou de ce que la démocratie libérale, en fait, comme un mythe un peu sacré et comme un doux rêve, devrait se pratiquer, en fait, n'a jamais existé et n'a pas vocation à exister sous cette forme-là, puisque, par exemple, la question de l'état d'exception, et c'est pour ça que aussi, j'essaye, moi, de proposer une analyse marxiste de ce durcissement autoritaire et de dire, d'une part, que précisément la théorie marxiste du droit nous permet de renouer avec une compréhension matérialiste des phénomènes de répression et donc pas d'appréhender l'État comme un outil neutre chargé d'arbitrer les rapports sociaux et d'organiser l'ordre social, mais comme un appareil de domination de classe. C'est un des moyens, c'est un des moyens de la classe dominante, d'exercer sa domination. Vous reprenez, je crois, la réflexion de Lénine là-dessus. Oui, c'est ça, de dire que, effectivement, de dire que la justice participe de l'appareil répressif d'un État qui n'a pas vocation à organiser la tranquillité des citoyens, mais à maintenir un ordre social inégalitaire. Et donc dire ça, ça nous permet déjà d'avoir un rapport plus réaliste à ce que c'est que la justice et de mieux connaître son ennemi pour s'y affronter. Mais il n'y a pas que les marxistes, et j'essaye d'utiliser Carl Schmitt aussi dans le livre, qui est un constitutionnaliste allemand, un penseur contre-révolutionnaire bourgeois, réactionnaire, qui a été un des théoriciens du Troisième Reich et qui a fourni le cadre juridique en fait, aux classes dominantes allemandes précisément pour apporter une réponse à la situation de crise politique et sociale qui existait dans les années 30. Et lui, il dit quelque chose qui est intéressant. Il est évidemment le théoricien de l'exception. Donc c'est celui qui explique que face à une situation d'instabilité, l'état législatif parlementaire, qui est en fait le nom qui donne à l'état de droit, ne permet plus aux classes dominantes de diriger. Pour lui, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse et il faut une solution de force pour imposer en fait les contre-réformes aussi économiques. C'est pour ça qu'il donne un discours devant le patronat allemand en 1932 où il explique un État fort et une économie saine. C'est vraiment l'acte de naissance du libéralisme autoritaire. Et donc non seulement il théorise la nécessité d'avoir recours à des états d'exception où en fait l'autorité présidentielle peut se manifester dans sa forme la plus brute et imposer sa décision face à l'instabilité, mais il dit plus que ça. Sans les formes juridiques. Exactement. Et donc c'est lui qui est en fait la force pure finalement, mais légalisée par l'état d'exception. C'est ça exactement, et puis qui fonde des outils comme l'article 48 de la Constitution qui inspire beaucoup la Constitution de la Ve République. Et son article 16 d'aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, il y a souvent ce parallèle qui est fait. Les pleins pouvoirs exactement. Que le président peut prendre s'il le juge nécessaire. C'est ça. Et non seulement il dit ça, mais en plus il dit plus que ça. Il ne se contente pas de dire « Ok, il y a une situation exceptionnelle, il nous faut un état d'exception, mais quand ça ira mieux, on pourra revenir à la normale ». Il ne dit pas du tout ça. Il dit non, l'exception révèle l'essence de l'autorité étatique, c'est-à-dire que l'État existe pour ça et que l'ordre juridique doit avoir la possibilité de s'auto-amender en permanence pour imposer ses propres besoins et se défendre lorsque ses intérêts essentiels sont menacés. Et donc, en fait, connaître Carl Schmitt, ça permet aussi de comprendre quel est le vrai rapport des classes dominantes à la légalité, qui est un rapport très pragmatique, très lucide, et que c'est la raison pour laquelle notre camp social ne doit pas de son côté se bercer d'illusions quand en face on sait qu'ils ont cette clarté-là et au contraire on doit s'armer d'outils stratégiques comme je le disais la théorie marxiste du droit qui par ailleurs a existé y compris dans les universités. Il y a eu un mouvement critique du droit qui était très important jusque dans les années 70, notamment avec quelqu'un qui s'appelait Michel Miaille et qui avait qui était professeur de droit à Montpellier d'ailleurs je crois. Ouais, c'est ça. Et qui était un matérialiste du droit. Exactement. Qui développait une lecture non idéaliste mais matérialiste de droit et qui l'envisageait pour ce qu'il est, c'est-à-dire finalement un moyen de la domination d'État, au départ en tout cas. Exactement, et puis qui montrait comment la théorie libérale du droit, entre guillemets, reconduisait une conception idéaliste des rapports sociaux et qu'au contraire, il fallait la déconstruire. Et ça s'associait aussi évidemment de formes de pratiques alternatives sur lesquelles on pourra revenir. Mais je pense que c'est important parce que ça permet aussi d'apporter une analyse d'ensemble plus cohérente à cette succession de dispositifs sécuritaires qui s'accumulent, dont on ne comprend pas la dynamique de fond si on n'est pas capable d'avoir cette analyse générale en fait, des besoins des classes dominantes dans la période, y compris à l'échelle internationale. À cet égard,
égard, Emmanuel Macron a clairement vendu la mèche, hein, d'ailleurs, puisque Arié Halimi, dans un livre, a raconté comment devant lui, le président a sorti la formule de Schmitt, de En Carl allemand. Schmitt, qui dit, oui, alors en allemand, ça donne « Souverän ist wer über den Ausnahmezustand entscheidet ». Et souverain, celui qui décide de du moment de l'exception. l'exception. Ouais. Et en plus, selon Arié Halimi, le président lui a dit en disant que le souverain, c'était lui, personnellement. Ouais, C'est oui. celui qui peut décider à un moment donné que l'on utilise la force brute légitimement et en dehors de toute procédure, de toute légalité. Ça a l'avantage de la franchise, cet épisode révélateur. Alors, la stratégie face à ça, vous êtes très bien placé pour en parler et pour écrire à son sujet, puisque vous la pratiquez, vous êtes confronté aux tribunaux, vous plaidez, vous retrouvez devant les juges, vous assistez ceux qui sont pris dans cette machine et vous les défendez. Renouer avec la défense politique, de quoi il s'agit exactement? Vous parlez aussi d'une défense subversive qui remet en cause le cadre, en quelque sorte, quoi qu'elle s'exerce, cependant, dans le cadre de l'institution. Il y a une forme de paradoxe. Il s'agit de subversion de l'intérieur. Et, vous le rappelez, c'est l'objet de votre troisième chapitre. Il y a une histoire, histoire contemporaine, pas seulement d'ailleurs, essentiellement quand même, mais pas seulement au XXe siècle, de comportement face à la justice dans une logique de subversion politique. Marx lui-même, d'ailleurs, a expérimenté cela, je crois. Exactement. Alors peut-être pour commencer par ce que vous disiez au milieu de est-ce que c'est une forme de paradoxe ou pas, et Oui. dans le sens de est-ce que c'est une défense de l'intérieur, Oui. et dans quelle mesure est-ce que c'est paradoxal, et après peut-être pour donner des exemples plus concrets qui sont effectivement ceux que j'essaye de développer dans le chapitre 3. En fait, ce que moi je trouve intéressant déjà, ce que la défense politique n'est pas, pour moi, parce que ça peut aussi être un terme un peu galvaudé, en particulier quand on est avocat, il n'y a pas un ordre ou une école de formation à la profession Vous dites qui c'est n'a un pas. ensemble d'expériences qui ont été Exactement. Et La défense c'est politique. plus que défense politique. Moi, je soutiens la nécessité d'une repolitisation de la sphère judiciaire. C'est-à-dire que quand je parle de défense politique, il faut parler de politique avant de parler de défense, quoi. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et peut-être pour le décliner, puisqu'effectivement, dans les écoles de formation à la profession, vous avez forcément une salle Gisèle Halimi, une salle Henri Leclerc, un peu moins une salle Jacques Vergès, parce qu'il est quand même trop radical. On pense tout de suite, quand on dit défense politique, on pense tout de suite à Jacques Vergès, il faut le dire. Exactement. L'avocat que Werner Herzog a désigné comme l'avocat de la terreur, qu'il a appelé comme ça parce qu'il défendait des causes indéfendables plus tard, mais à l'époque où il défendait des causes tout à fait défendables, pendant la décolonisation de l'Algérie, pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, il avait un peu théorisé et surtout mis en pratique cette logique qui consistait finalement à même pas au fond essayer d'avoir gain de cause, disons en termes juridiques, mais utiliser la plaidoirie, utiliser l'instance judiciaire comme une tribune politique. Voilà, alors c'est exactement comme ça qu'il faut poser la question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs volets pour moi dans la défense politique. Celui que vous venez de décrire, c'est le premier aspect, celui de la tribune politique, celui qui paraît le plus évident, entre guillemets, qui est évidemment de se servir du procès dans un moment où en fait on est acculé, puisque souvent les militants sont incarcérés, la presse est interdite, on milite dans la clandestinité, et se servir du prétoire comme un espace dans lequel on retourne l'accusation, on popularise nos idées, on défend notre cause. Mais je veux dire... Sachant qu'on ne va pas gagner de toute façon. On part du principe voilà, que de toute façon on ne va pas gagner. Ça dépend ce qu'on appelle gagner, parce que pour moi il y a une version un peu caricaturale qui est présentée de Vergès en disant Vergès c'est celui qui s'en fout du résultat judiciaire, en fait tu prends des peines pas possibles, tu es sûr d'être condamné à perpétuité. Moi je ne suis pas tellement d'accord avec cette analyse, parce que je pense que c'est une analyse qui découpe trop le résultat judiciaire du résultat politique, et pour moi la position de Vergès, qui d'ailleurs, et je le dirais, n'est pas la sienne, lui il est connu puisqu'il en a fait un livre qu'il appelle De la stratégie judiciaire, et c'est celui qui a peut-être le plus théorisé cette pratique-là, alors qu'avant, vous l'évoquez, il y en a beaucoup d'autres, à commencer par Marx, Lénine, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, les militants révolutionnaires eux-mêmes, qui se défendent selon cette logique. C'est juste qu'ils n'en ont pas fait un manuel systématisé, parce qu'ils ne découpent pas la défense dans les tribunaux d'une stratégie plus générale, et ils perçoivent l'affrontement judiciaire comme un moment de la lutte des classes. Mais pour autant, c'est sans militants révolutionnaires, il n'y a pas de défense politique, quoi.
Et l'avocat peut en être un des alliés, un des praticiens, mais ça ne s'autonomise pas. Mais par contre, ce que dit Vergès, pour moi, pour revenir sur cette histoire de résultat, lui, il a une formule qui, pour moi, synthétise bien la chose. Il dit, dans la défense de connivence, puisque lui, il oppose la défense de rupture / défense politique à la défense de connivence. Dans la défense de connivence, il n'y a qu'une volonté de vaincre, celle de l'accusation. Dans la défense de rupture, il y en a deux. Pour moi, c'est ça la différence. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, la défense politique, c'est pas ni le militant ni l'avocat qui le choisit, c'est l'État. C'est l'État qui poursuit politiquement et c'est l'État qui regorge d'outils répressifs pour en réalité imposer sa volonté. Et le cas algérien est évidemment très clair, puisqu'en fait, l'Algérie, donc. Il n'y avait pas de... Les grands principes de la démocratie dont on discutait n'ont jamais eu vocation à s'appliquer aux colonisés. À partir du moment où il y a un système de torture institutionnalisé, on ne discute pas du principe de l'égalité devant la loi, on ne discute pas du principe du respect du contradictoire quand c'est des tribunaux militaires qui condamnent à mort des opposants. Donc lui, il prend acte de cette réalité et il dit précisément pour gagner, dans cette situation, il faut changer le cadre. Et ça implique non seulement de effectivement populariser au maximum une cause, et c'est une manière d'obtenir victoire, puisque pour moi, dans ce type de situation, effectivement, il donne des exemples en disant il y a un manuel qui a été publié en 60, qui est un manuel de défense collective, qui s'appelle comme ça. Pour les militants algériens, c'est voilà, ça, qui est d'un collectif en fait, d'avocats algériens avant qu'ils soient liquidés par l'État français et de Vergès, puisque Vergès n'était pas tout seul, où ils répondent précisément à cet argument de l'intérêt du client. Qui était quelque chose qui était opposé, de dire mais attendez, c'est pas dans l'intérêt du client de faire une grande défense politique et tout. Il démontre à quel point c'est faux, parce qu'il montre qu'effectivement dans des défenses de connivence, on peut négocier parfois une peine moins importante, ça c'est vrai, mais déjà au prix d'un reniement politique, donc c'est forcément une défaite politique, puisque l'État il poursuit politiquement, donc lui il veut un gain politique, soit il écrase, soit il en tire quelque chose, et c'est toute la construction de figure des repentis, des renégats, où il y a besoin de s'exprimer publiquement, de balancer les autres, il y a besoin que ça joue un rôle contre la mobilisation. Donc déjà, c'est forcément une défaite politique, mais ça peut aussi être une défaite, puisqu'il racontait comment, par exemple, beaucoup de ces militants-là, ils faisaient peut-être moins d'années de prison, mais quand ils sortaient, ils étaient liquidés par les services de renseignement de l'État français ou par certains de leurs anciens camarades. À l'inverse, vous prenez des Jamila Bouhired, des personnalités qui ont été condamnées à mort, mais avec un tel niveau de mobilisation populaire que c'était beaucoup trop coûteux d'aller au bout et qui finissaient par être graciés à faire l'objet d'une grâce présidentielle. Donc en fait, précisément dans un procès politique, si vous dissociez le résultat judiciaire du résultat politique, c'est vous qui risquez de sortir perdant, quoi. Et on ne peut pas avoir une analyse comptable sur un terrain judiciaire, de savoir, ok, est-ce que c'est 50 prisons ou est-ce que c'en est 30, alors qu'on discute d'un affrontement entre deux ordres sociaux, quoi. Et précisément, le piège, c'est de croire à cette illusion qu'on est en train de juger un cas particulier, alors que tout le monde sait qu'on est en train de juger des ordres qui s'affrontent. Et si je dis ça, pardon, pour aller dans le sens de ce que moi j'appelle défense politique et pourquoi je considère que c'est pas contradictoire, c'est parce que ça, c'est le premier aspect de la défense politique. Donc, c'est de retourner l'accusation et de faire du prétoire une tribune politique. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est de voir comment, précisément, cette pratique-là du droit permet d'affaiblir l'autorité qu'a l'institution judiciaire auprès des masses populaires, en fait. Et pour m'expliquer de manière plus concrète, je reprends un exemple qui est la manière dont Lénine, il défend le droit au divorce sous la Russie tsariste. Et pour moi, c'est un bon argument parce que, en fait, à gauche, on peut dialoguer entre deux positions. La première, qui est la plus répandue, qui est celle de dire, en fait, tout ce qui nous reste, c'est l'état de droit, c'est la justice, donc il faut malgré tout continuer d'y croire. Donc ça, c'est la position la plus répandue. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire des tribunes en disant où est l'état de droit, il faut respecter l'état de droit, Bruno Retailleau, arrêtez de dire que l'état de droit n'est ni sacré intangible, etc. C'est sa première position, mais il y en a une deuxième qui existe, qui peut être de dire, moi j'ai compris que la justice, c'est un outil de répression, donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est la boycotter. Ouais. Et c'est pour rejoindre la question du paradoxe, etc. Mais je considère pour moi que cette position, elle est fausse parce que le problème, c'est qu'on peut décider de boycotter la justice, mais la justice ne nous boycottera pas. C'est la position qu'a défendue Geoffroy de La Gannerie. Hein. Vous venez sur une discussion avec Exactement. lui à ce sujet, où lui préconisait une forme de boycott radical du judiciaire. Lui, il développe une position que je ne partage pas, puisque en fait, à un moment, il dit si on faisait Donc lui, il développe toute une polémique contre l'État punitif que je partage totalement, ça c'est le point où on est d'accord.
mais il en tire une conséquence qui est de dire, en fait, si on faisait une grève générale de la plainte, l'édifice pénal s'effondrerait de lui-même. Enfin, je le paraphrase, mais globalement, c'est ça la formule. Et moi, je pense que c'est faux, précisément parce que l'édifice pénal, il dépend de l'État. C'est pas les victimes qui permettent qu'en fait un procès se tienne, c'est parce que l'accusation, c'est le parquet, c'est l'État. Il y a un ministère public, il y a une procédure pénale, Exactement. il y a une politique pénale, pardon. Et ça, on peut pas le dépend pas contourner. des particuliers. Et ça, on peut pas le contourner. Donc la question, c'est comment on l'affronte dans un contexte où précisément, ce sont des institutions qui font figure d'autorité auprès de millions de personnes. Et il y a une aspiration légitime à obtenir justice, par exemple quand vous êtes une famille de victimes de violences policières ou ce type de situation. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est au contraire comment l'expérience démocratique concrète de cet espace-là permet non seulement de défendre sa cause, mais en plus de montrer que c'est pas par ce biais-là qu'on est en mesure d'obtenir l'égalité réelle qu'on nous a promise. Et c'est de ce point de vue, par exemple, que j'utilise la polémique que fait Lénine sur le droit au divorce en disant moi, je défends le droit au divorce, même si, bien sûr, c'est pas une mesure en soi révolutionnaire. Le droit au divorce, c'est compatible avec une société capitaliste. Par contre, dans une société capitaliste, ce droit au divorce sera systématiquement étriqué, formel, dépendant de conditions économiques. Mais en pratique, il y aura toujours plein de limitations. Exactement. Et c'est l'expérience démocratique concrète de ça qui amène à la conclusion selon laquelle, en fait, c'est pas par le biais de ces institutions qu'il est possible de conquérir l'émancipation, et donc il faut s'organiser autrement. Et c'est pour ça que la défense politique, c'est pas juste à partir d'une position défensive accuser le régime, mais c'est aussi développer des formes d'expérimentation alternatives, comme celle des tribunaux populaires. Oui, vous revenez sur cette expérience historique aussi. Exactement. Ces épisodes, le tribunal Russell, le tribunal de Lens, je crois que c'était en 1970. Peut-être qu'on peut revenir, parce que je trouve que c'est de bons exemples qui expliquent bien comment on peut avoir un usage stratégique et subversif de la justice, et même de formes alternatives de justice, en l'occurrence. Exactement. Par exemple, les tribunaux Russell, c'est une expérience judiciaire qui a été mise en œuvre par Russell, qui était un philosophe britannique avec Sartre, où en fait, il cherche à mettre en accusation le gouvernement américain pour ses crimes commis au Vietnam. Et on retrouve ici les deux dimensions de la justice, de la défense politique que moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, d'une part, en fait, ils partent d'une logique qui est très intéressante. Ils disent, moi, l'édifice judiciaire qui a été hérité des procès de Nuremberg, c'est un acquis. Mais il n'a de sens que s'il est généralisable à toutes les situations similaires. Donc en fait, il veut reproduire un tribunal de Nuremberg, et évidemment, il se heurte à la résistance, en l'occurrence en France, de Gaulle. Et de manière générale, ils construisent du coup un grand tribunal populaire avec un jury composé d'experts, de personnalités politiques, et ils font en fait défiler des témoins, des Vietnamiens, etc. Et ils soumettent à ce jury des différentes questions, comme est-ce que le gouvernement américain s'est rendu coupable du crime de génocide au Vietnam. Ils en font une démonstration publique, qui sera le support d'un rapport qui permet de concentrer en fait tout un tas de faits objectifs qui permettent de démontrer que oui, le gouvernement américain s'est rendu coupable de génocide, mais ils vont plus loin que ça. Ils font la démonstration qu'en réalité, les institutions du droit international qui ont été pensées par les impérialistes ne serviront jamais à juger les impérialistes eux-mêmes. Et en fait, par cette expérience concrète de justice alternative, ils amènent à la conclusion qu'il faut en réalité une mobilisation populaire pour mettre un terme à la colonisation. Et par exemple, Sartre, dans Situation 8, répond à une question de journaliste qui lui dit « Mais je ne comprends pas... » Enfin, le titre du journal, c'est « Quel étrange tribunal, un juré mais pas de juge. » Qui a inventé sa juridiction. Voilà, exactement. Il n'est pas adossé à une organisation internationale ou à un État. Exactement. Ils disent « Il n'y a pas de juge. » Et Sartre répond « Bah si, il y a un juge, c'est le peuple américain. » Et du coup, pour moi, la démonstration, elle est double. C'est non seulement établir la réalité matérielle d'un génocide comme au Vietnam, mais c'est aussi de montrer l'impuissance intrinsèque des institutions judiciaires bourgeoises et impérialistes pour défendre les intérêts de la majorité de la population. Et cette expérience, il la reproduit, par exemple, pour juger les crimes sociaux du patronat. Ça, c'est le fameux tribunal de Lens. C'est le tribunal de Lens. De 1970. Exactement, où en fait, il y a plusieurs mineurs qui sont tués dans un coup de grisou. Et en fait, ils construisent une contre-justice où ils reprennent d'ailleurs la logique que développait Engels, où Engels fait toute une diatribe où en fait il dit mais pourquoi est-ce que quand un ouvrier meurt, on appelle ça un homicide involontaire, alors qu'en réalité le patron a organisé de manière consciente, préméditée, la mise à mort. Il a fait des économies sur la sécurité. Exactement, il connaît les conditions de travail et d'exploitation des ouvriers anglais, il sait que ça mène inévitablement à leur mort, ça s'est produit par le passé, ça se produira à l'avenir.
prévenir. En fait, c'est tous les critères d'un meurtre. Et il dit quand c'est un individu, on appelle ça un meurtre. Quand c'est le patronat, on appelle ça un homicide involontaire. Un accident du travail. Un accident du travail. Et il démontre par là même qu'en réalité, les catégories juridiques construites par les classes dominantes, elles ne recouvrent pas les mêmes réalités sociales en fonction de qui est auteur et qui est victime. Et du coup, ce tribunal populaire de Lens, il part de ça. Il est monté par les gauchistes de l'époque, Par les maoïstes. la GP, la gauche prolétarienne. La gauche prolétarienne, et ils font déjà une énorme cause politique. Ils refusent la banalisation des morts au travail. Donc en fait, ils font citer des ingénieurs gauchistes qui mettent leurs compétences au service de la classe ouvrière et justement pas au service du fait de devenir de cadres de grandes entreprises exploiteuses. Ils font citer évidemment des familles, des médecins. Ils tiennent une audience à Lens, hein, donc ils vont sur place, là Exactement. où il y a eu hier. Exactement. Et ils ont, alors, je crois qu'il y a Michel Foucault, donc une personnalité particulièrement prestigieuse qui participe. Et je crois que Libération, qui à l'époque était un journal de gauche, relaye, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Foucault, il commente, enfin, il n'a pas un rôle autant que Sartre. Sartre est procureur. Donc Sartre rédige l'acte d'accusation et c'est pareil, il les met en accusation pour assassinat. Il explique, je crois que la formule, il parle mieux que moi, donc je peux le citer directement, puisque lui, il dit ça de manière très claire. Il dit, voilà... Donc, il met en accusation l'employeur pour assassinat d'ouvriers et il explique « Quand les houillères tuent, c'est normal. Personne n'est responsable. Les masses en ont assez de cette justice partiale et volontairement aveugle qui ne punit jamais les vrais coupables. À cette justice de classe, il est temps d'opposer la vraie justice, la justice populaire. » Et il met en accusation ce qu'il appelle les crimes du capitalisme. Et c'est pour montrer, en tout cas, que l'objet, c'est à la fois de faire de cette cause un enjeu de mobilisation massive, mais c'est aussi d'attaquer les illusions qu'ont les grandes masses populaires et ouvrières envers ces institutions-là, pour montrer que c'est en réalité par l'organisation collective qu'on sera en mesure d'affronter réellement et de s'attaquer à la racine en fait de ces questions-là, quoi. Il y a un relais très important, disons un maillage fondamental pour ce type de stratégie, c'est l'espace public d'information, l'espace médiatique. Puisque pour qu'un tribunal populaire, un tribunal informel dépourvu de vraie juridiction d'État puisse avoir ses effets, pour que les témoignages qu'il reçoit, les verdicts qu'il rend aient un effet informel, il faut évidemment que ça parvienne au public le plus large, et ça passe par les médias. Et donc ça déplace le problème, mais j'imagine qu'il est absolument nécessaire aussi de tenir compte de cet aspect-là dans la défense politique. Bah oui, et puis après, il y a les médias, mais il y a aussi... En fait, la réalité, c'est que ça dépend aussi de la capacité de mobilisation, puisque, par exemple, au tribunal des houillères, vous avez des milliers de personnes qui assistent. C'est à la frontière de la justice et du meeting politique, quoi. Et du coup, c'est aussi ça, pour moi, qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on s'appuie sur une force sociale vivante et collective qui est capable de se saisir de ces questions-là, de se les approprier et d'en faire un enjeu qui dépasse finalement l'issue judiciaire d'un procès à un moment donné. Et donc, il y a, comme on discutait, beaucoup d'exemples dans les années 70. Mais pour moi, il y en a aussi aujourd'hui quand on voit, par exemple, la manière dont le comité Adama a construit une mobilisation historique à la sortie du confinement autour d'une affaire initialement judiciaire qui continue d'ailleurs aujourd'hui. On a eu le résultat de la Cour de cassation, etc. Mais dont on voit que la question, c'est indépendamment du résultat judiciaire, ils ont déjà gagné. Il a perdu au plan judiciaire, mais en termes de prise de conscience, de présence dans le débat médiatique de la question des violences policières et du racisme systémique, on peut considérer qu'il y a une forme de victoire. Exactement. En tout cas, c'est ma position et je pense que c'est objectif. Après, ça ne veut pas dire que le résultat judiciaire est indifférent. Mais par contre, ça veut dire que, évidemment, que dans ce type de situation, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à mettre à nu, à l'échelle la plus large possible, les vrais rouages de ce système-là. Et quand on discute, par exemple, des violences policières, c'est non seulement, évidemment, la réalité des pratiques policières et de leur situation d'extrême violence et de leur politique tout simplement mortelle, mais c'est aussi le rôle que joue la justice, puisqu'en fait c'est effectivement une position très ambivalente, puisque tous les slogans c'est justice et vérité, donc c'est évidemment une position d'aspiration et de sollicitation de la justice, et en même temps c'est une position de dévoilement du rôle effectif qu'elle joue. Et je cite Assa Traoré à un moment dans le livre qu'elle avait écrit, justement coécrit avec Geoffroy Lagagnerie, où elle dit quelque chose qui moi me paraît très juste, où elle dit que non seulement c'est un problème évidemment policier, mais elle dit que c'est l'État, puisqu'en fait c'est l'État qui, avec nos impôts, paye les policiers, les juges, les procureurs qui ont tué mon frère.
Donc on voit que ça permet de discuter de la dimension institutionnelle en fait de ce système d'oppression. Ça rejoint le tableau qu'on faisait au début. Vous parlez d'une collusion totale aujourd'hui entre l'État et les juges. Vous formulez aussi ce problème qui est celui des juges et qui est celui de l'État pour rester crédible en disant une fois que le régime s'est mis à nu, je vous cite, et une fois qu'il assume sa nature fondamentalement répressive, en tout cas qu'elle apparaît, il a plus que jamais besoin du sceau d'une autorité judiciaire pour se légitimer. C'est-à-dire que le juge doit jouer son rôle et il doit donner une apparence démocratique au fait du prince. Ça devient son rôle. Bah voilà, c'est presque contre-intuitif. Presque. Oui, c'est ça, c'est presque contre-intuitif. C'est-à-dire que là, je parlais d'un exemple particulier pour dire effectivement la séparation des pouvoirs. C'est quelque chose qui est très mis à mal par le fonctionnement pratique de la justice. La justice pénale, c'est vrai, puisqu'en fait, vous avez le parquet qui siège à l'audience. Le parquet, c'est celui qui est chargé d'appliquer la politique pénale en fait, de l'État. Et même la Cour européenne des droits de l'homme explique que c'est pas, ça ne remplit pas les critères d'un magistrat indépendant, quoi. Mais vous avez la justice administrative, et c'est dans cet exemple-là que vous avez cité la phrase extraite, où la justice administrative, déjà, c'est une juridiction à part. Donc, on ne comprend pas bien pourquoi l'État doit être jugé selon des critères spécifiques, qu'il y a tout un tas de règles procédurales plus favorables. Et puis, ce sont les mêmes. Vous montrez qu'en fait, exactement, ceux qui sont juges, ce sont les mêmes. En réalité, viennent du Conseil d'État, par exemple, qui a des allers-retours permanents. Sociologiquement, c'est le même milieu. C'est exact. C'est des fonctionnaires d'État, quoi. C'est des hauts fonctionnaires d'État. Et c'est-à-dire que vous avez effectivement, par exemple, quand vous contestez des arrêtés qui sont pris par des cabinets de ministres, et là, en l'occurrence, on parlait de la Kanaki, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu les grandes révoltes en Kanaki à l'été 2024 contre le référendum qui visait à imposer le gel du corps électoral, l'État français a décidé d'interdire TikTok en Kanaki. Donc, c'était quand même le 3e pays après l'Inde, la Somalie et l'Afghanistan après l'arrivée des talibans à l'époque. Et on a contesté ce décret. Avec différentes organisations. Moi, je défendais une organisation qui s'appelait le Mouvement des jeunes Kanaks en France. Et en fait, il y a eu tout un débat avec différents secteurs d'avocats, puisqu'effectivement, sans rentrer trop dans les détails, cet arrêté avait été pris sur un fondement illégal. C'est-à-dire qu'il avait été pris sur le fondement de la loi de l'état d'urgence, donc de 1955, qui ne permettait pas l'interdiction d'un moyen de communication en ligne, sauf cas d'apologie du terrorisme, ce qui n'était pas le cas en Kanaki, où il y avait des révoltes, des émeutes. TikTok servait à diffuser en fait, ces phénomènes d'insurrection, mais il n'y avait pas d'apologie du terrorisme. Donc en fait, on était avec plein d'avocats et la plupart disaient, mais regardez, l'arrêté, il est illégal, il est pris sur un mauvais fondement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de pression politique ou de développer en fait la racine coloniale de ce qui est en train de se jouer, etc., puisqu'on a raison, on ne peut pas perdre. Et moi, je disais, je pense que c'est l'inverse. Je pense que plus ils se sont engagés de manière aussi ouverte dans cette procédure répressive, plus il est clair que en fait, ce qui se joue, c'est Macron contre la jeunesse insurgée kanak, moins un rapporteur de Conseil d'État va donner raison à la jeunesse insurgée contre Macron. Autrement dit, la logique et la vérité passe à la trappe. C'est-à-dire que c'est un peu ce que disait Schmitt quand il disait c'est l'autorité, c'est pas la vérité qui font la décision en définitive. Et c'est encore plus pervers que ça, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que nous, quand on saisit en urgence, donc sous une procédure de référé, on perd évidemment, et ils arrivent à substituer, en fait, à changer le fondement de l'arrêté au dernier moment, donc ils trouvent un autre fondement pour en fait légaliser a posteriori leur arrêté. Ils disent non, mais c'est plus la loi sur l'état d'urgence, ça vous avez raison, c'était pas très légal, mais maintenant c'est le fondement, c'est la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc ça, c'est une théorie de droit administratif archi floue, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Donc évidemment, ils nous retoquent. Mais par contre, un an après, quand l'arrêté est contesté au fond, là, vous avez le Conseil d'État qui vous rend une décision qui dit « Ah ouais, en fait, cet arrêté-là, il n'était pas hyper légal. » Et donc, en fait, c'est plus pervers que ça. C'est pour ça que c'est imbriqué. Parce ils attendent que la bataille soit terminée. Ils attendent que la bataille soit terminée. De toute façon, voilà, ils aient eu ce dont ils avaient besoin au moment voulu pour ensuite, rétrospectivement, dire... Oui, et puis du coup, comme ça maintient l'illusion qu'il y a des contre-pouvoirs, qu'il y a des institutions qu'on peut saisir, qui sont capables... Qui sont capables de s'auto-amender, qui sont capables d'être garants en fait, des grands principes, alors qu'en fait, c'est précisément cette perversité, entre guillemets, qui fait que c'est précisément parce qu'en fait, ils peuvent prétendre qu'ils jouent un rôle de contre-pouvoir démocratique, qu'ils ont cette autorité-là de prendre des décisions à ce point répressif, quoi. Votre dernier chapitre s'appelle « Révolutionner le militantisme judiciaire » et vous décelez les signes d'une politisation renouvelée de la profession qui est la vôtre, de la profession d'avocat. Exactement, moi je dis que précisément ce phénomène de durcissement autoritaire auquel on assiste, c'est pas un rouleau compresseur unilatéral, c'est aussi la réponse à des phénomènes de contestation
et donc de repolitisation presque contrainte de la sphère judiciaire, puisqu'en fait, l'État, quand il réprime politiquement, il pousse les gens à se défendre politiquement, que ce soit, on le disait, en matière d'apologie du terrorisme, de lutte écolo, en droit du travail, etc. Et ça impacte aussi la profession d'avocat. Puisque non seulement, je le disais, on est aux premières loges de cette décomposition démocratique, mais on est aussi percuté par toutes ces offensives-là. Et c'est une source de politisation, c'est une source de radicalisation d'un secteur de la profession. Et je dis que pour aller au bout de cette intuition, pour moi, il faut aussi en tirer les conséquences sur un terrain organisationnel et s'intéresser de la même manière qu'on doit renouer avec des formes de défense politique inspirées d'une compréhension marxiste de la justice, avec des modes d'organisation qui existaient dans les années 70, qui découlaient du fait que ces avocats-là étaient partie prenante de phénomènes de lutte des classes très intenses et qui, en réalité, s'organisaient dans des collectifs. Je prends l'exemple du mouvement d'action judiciaire, qui était un collectif interprofessionnel, interdisciplinaire, qui remettait en question le caractère libéral de la profession, qui défendait que le moteur de l'affrontement judiciaire, c'était la lutte des classes, et qui, quand il se disait avocat militant, ne se disait pas avocat militant parce qu'il défendait des causes justes ou qu'il défendait des militants, mais parce qu'ils étaient des militants de parti. C'était des militants communistes, trotskistes, maoïstes, qui, en fait, comprenaient leur participation à la construction d'un projet de transformation sociale qui les dépasse, comme la possibilité d'apporter leurs compétences juridiques à un moment T, mais à une cause plus importante. Et moi, ce que je pense qu'il faut développer aujourd'hui, précisément pour être à la hauteur du moment historique dont on discute, c'est de construire des organisations et de ce point de vue, moi je milite dans une organisation qui s'appelle le collectif d'action judiciaire qui cherche à s'en inspirer, qui conçoit sa pratique comme étroitement articulée au pouvoir de transformation des travailleurs et des travailleuses en lutte, et que l'alliance en fait extrêmement subversive qui peut en être, c'est la connaissance très fine d'un des piliers répressifs du régime avec ce pouvoir de transformation sociale, mais que si on veut lutter de manière conséquente contre l'autoritarisme aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'un militantisme partiel, sectoriel, revendicatif sur un terrain découpé des grands enjeux en fait, auxquels est confronté l'ensemble des travailleurs, des précaires, des jeunes de quartier, etc. Et je pense que ce type d'organisation a existé. Je pense que c'est d'autant plus important chez les avocats. Je reprends une notion qui est celle mobilisée par Gramsci d'intellectuel organique, qui dit que en réalité la bourgeoisie produit aussi de l'hégémonie, c'est-à-dire de l'adhésion à son projet, et de ce point de vue des intellectuels, des ingénieurs, des gens qui permettent de consolider en fait son projet de société. Et moi, je trouve que les avocats de ce point de vue sont un bon exemple, parce que pour moi, les avocats sont vraiment des intellectuels organiques de la bourgeoisie. On voit à quel point c'est une pépinière. Vous avez tous les grands politiciens bourgeois qui ont été avocats. Vous voyez comment toutes les écoles de formation à la profession, il y a vraiment cette aspiration à occuper des fonctions dirigeantes du régime, etc. Moi, je défends qu'il faut construire des avocats organiques de la classe ouvrière qui non seulement se mettent au service de la lutte contre la répression et de la défense de chacun des besoins immédiats de notre camp, mais qui participent aussi à la construction d'une contre-hégémonie, donc à affaiblir le discours dominant sur la justice et à participer à la construction d'un autre horizon, d'une autre société et d'un vrai projet de transformation sociale. Et c'est l'objectif donc de ce collectif d'action judiciaire dont vous parliez ? Oui, exactement. Nous, c'est un collectif qui regroupe donc des avocats, des juristes, des travailleurs sociaux et qui dit qu'en réalité, il faut mettre ses compétences au service de toutes les luttes sociales et de tous les mouvements sociaux, mais on pense qu'il faut aussi renouer avec la tradition marxiste du droit, donc produire beaucoup de discours sur ce que c'est que l'institution judiciaire. Et puis, on est un certain nombre à militer à Révolution Permanente, qui est une organisation qui pense qu'il faut transformer de manière révolutionnaire la société. Et je sais que moi, ce qui donne aussi du sens à ma pratique d'avocat, c'est la possibilité d'être systématiquement confronté à des camarades ouvriers, jeunes, etc. Et que c'est aussi une contre-pression à toutes les pressions qui existent dans la profession, puisque, par exemple, dans les années 70, il y avait beaucoup de remises en question du caractère libéral de la profession, du rôle des ordres, du rôle de la déontologie. Par exemple, il y avait des réflexions qui disaient mais il faudrait que les avocats soient fonctionnaires, qu'il y ait une sécurité sociale à la manière de ce qui existe chez les médecins. Puisque pour les classes populaires, c'est pas un choix d'avoir recours à un avocat, on y est confronté. Et moi, je dis, par exemple, on devrait défendre ça, dire qu'il faudrait qu'on soit des fonctionnaires avec un impôt payé sur les grandes fortunes, un impôt payé par les grandes fortunes. Que chacun ait droit à une défense. Et que chacun ait droit, qu'on soit tous payés pareil. Et que ça permet aussi de remettre en question, parce que le problème des expériences des années 70, c'est qu'il y a eu des avocats très radicaux,
mais qui ont beaucoup accompagné les mouvements d'intensification de la lutte des classes, mais aussi de reflux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu les années 80, on n'en a pas discuté là, mais c'est toute une partie du livre. Le tournant néolibéral. Il y a eu l'offensive néolibérale des années 80, l'avènement du mitterrandisme en France, mais de Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, etc. Il y a eu des politiques non seulement de répression de toute la gauche extra-parlementaire et de tous les phénomènes insurrectionnels les plus avancés, mais il y a aussi des mouvements de cooptation. Et Antoine Comte décrit ça très bien, de comment tout un tas d'avocats défenseurs dans les années 70 sont devenus procureurs, ministres ou ont pris goût à toutes les places que leur promettait la gauche institutionnelle. Antoine Comte, qui était l'un des avocats historiques de la de SR, la Ligue, je crois. exactement, ouais. Et lui, il décrit ça très bien. Et d'ailleurs, je cite aussi dans le livre, pour moi, Guy Hockenheim, qui écrit un pamphlet extrêmement saisissant qui s'appelle Du Colmao au Rotary Club. Lettre ouverte à ceux qui sont passés de l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Ouais. Lettre Du ouverte à Colmao ceux au qui sont Rotary passés Club. du Colmao au Rotary Ses Club. anciens amis gauchistes. Exactement. Et il fait une diatribe contre tous ces renégats. Et en fait, il explique que c'est la gauche qui a la responsabilité de la dévaluation générale de l'utopie. Et c'est pour ça que pour moi, au contraire, militer dans une organisation révolutionnaire qui aspire à une transformation radicale de la société, c'est une manière d'avoir une stratégie qui dépasse notre pratique immédiate, qui non seulement nous sauve de la démoralisation qui est générée par le fait que pour une victoire, on a un océan de défaites, mais qui par ailleurs nous permet aussi d'être une alternative à tous les phénomènes de canalisation et d'échec qui ont eu lieu après les années 70, parce que beaucoup d'avocats ont fini par rentrer dans le rang, pour certains carrément intégrer des hautes institutions de l'État, pour d'autres arrêter de militer et devenir simplement des défenseurs de causes justes, mais sans projet de transformation sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils politiques et stratégiques pour non seulement tisser des fils de continuité avec les expériences du passé, mais pas reproduire les mêmes erreurs et au contraire aller jusqu'au bout d'un projet politique. Merci beaucoup. Merci à vous. Elsa Marcel, d'être venue nous présenter ce livre passionnant, un livre à la fois d'histoire, d'actualité et de prospective, de stratégie politique, en l'occurrence judiciaire, d'après votre vécu, votre action d'avocate, état de droit hors de bourgeois, renoué avec la défense politique aux éditions de La Fabrique. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode dont s'autorise à penser. N'oubliez pas que le média ne vit que de vos dons et abonnements. C'est une chaîne qui n'est ni gouvernementale ni patronale. Rendez-vous sur le site internet lemediatv.fr et à bientôt sur Le Média.